Alors, est-ce qu'un livre écrit en 1922 peut vraiment nous dire quelque chose sur le monde d'aujourd'hui? Eh bien, c'est toute la question avec le socialisme de Ludwig von Mises. C'est une critique, disons, radicale, qui, même un siècle après, continue de faire couler beaucoup d'encre. On va donc plonger ensemble dans ses arguments les plus marquants. Et Mises y met les pieds dans le plat dès le début avec cette idée. Pour lui, le cœur du problème, ce n'est pas une histoire d'usine, de machine ou de production. Non, non, tout se passe dans nos têtes. Il nous dit que la véritable bataille, le vrai combat, c'est une guerre des idées, une lutte pour la raison en fait. Et cette citation, on va le voir, c'est vraiment la clé pour comprendre toute sa pensée. Allez, on attaque le premier grand thème, la politique. Et là, Mises ne va pas nous parler de la démocratie comme d'un grand idéal un peu abstrait, pas du tout. Il pose une question très terre à terre. Au fond, ça sert à quoi la démocratie? Et sa réponse, elle est assez pragmatique. Pour lui, la démocratie, ce n'est pas une fin en soi, c'est avant tout un outil. Et son but numéro 1, éviter la guerre civile, c'est tout. C'est, selon lui, le meilleur système qu'on ait inventé pour que le pouvoir puisse changer de main sans violence, en s'assurant simplement que le gouvernement suit bien la volonté de la majorité. C'est là que Mises met en lumière ce qu'il considère comme une contradiction énorme. D'un côté, il y a le libéralisme, qui dit en substance « on joue le jeu démocratique, on accepte le résultat même si on perd ». De l'autre, selon lui, il y a le socialisme, qui utiliserait la démocratie comme une sorte de tremplin, juste un moyen pour arriver au pouvoir. Et une fois que c'est fait, eh bien Mises craint que le jeu s'arrête, que ces mêmes libertés soient retirées aux opposants, en citant des théoriciens de l'époque qui parlaient ouvertement de refuser des droits aux ennemis du peuple. Bon, on laisse la politique de côté un instant pour entrer dans ce qui est vraiment le cœur du réacteur de la pensée de Mises, l'économie. Et la question qu'il pose, elle est simple, mais elle nous touche tous. Qu'est-ce qui nous pousse à nous lever le matin pour aller travailler? Et c'est ça le grand défi qu'il lance au socialisme. Imaginons un système où tous les besoins sont couverts. Ok, mais si la récompense reçue à la fin du mois est la même qu'on travaille d'arrache-pied ou qu'on fasse le minimum syndical, qu'est-ce qui motive à donner le meilleur de soi-même? Comment on fait pour éviter que tout le monde se dise « bof, à quoi bon ?» et que la productivité s'effondre? Mises oppose vraiment deux mondes. Dans le système capitaliste, il y a un lien direct, bon, pas toujours parfait, on est d'accord, mais il y a un lien entre ce qu'on produit et ce qu'on gagne. En gros, plus on est productif, plus on peut espérer gagner. Dans le modèle socialiste qu'il décrit, c'est différent. Tout le monde a droit à une part du gâteau collectif, peu importe sa contribution personnelle. Et pour Mises, le point de rupture, le truc qui change tout, c'est justement ça, la déconnexion entre l'effort et la récompense. Et les conséquences de ça, selon Mises, ne sont pas juste une question de chiffres. Non, c'est bien plus profond. C'est psychologique. Le travail, qui pourrait être une source de fierté et de joie même, devient juste un fardeau, une corvée. Il parle d'une haine sourde du travail qui s'installe, un ressentiment qui finit par tuer non seulement la productivité, mais aussi, et c'est peut-être pire, la joie du travail. Alors, on a vu la politique, l'économie, mais Mises ne s'arrête pas là. Il va creuser encore plus loin, dans un domaine assez inattendu, la psychologie. Il se demande, mais pourquoi cette idée du socialisme est si attirante pour certaines personnes? Et sa réponse est, pour le moins, originale. Il appelle ça la révolte romantique. Alors, attention, quand Mises parle du romantique, il ne pense pas aux poètes ou aux artistes. Non, il décrit un type de personnalité bien précis. C'est quelqu'un, dit-il, qui est trop faible pour le travail. En gros, c'est la personne qui rêve de grandeur, mais qui n'a pas envie de faire les efforts pour y arriver. Il utilise un mot de son époque, neurasthénique, qu'on traduirait par une sorte de fatigue chronique, rien qu'à l'idée de devoir bosser dur. Et cette frustration, elle se transforme en quoi? En une sorte de rancune. Une rancune contre la réalité elle-même. Parce que le monde réel, eh bien, il ne ressemble pas au monde parfait qu'on s'est imaginé. Du coup, cette personne se met à détester tout ce qui la ramène à cette réalité. Le travail, parce que c'est dur. L'économie, parce qu'il y a des limites. Et la raison, parce qu'elle lui montre que ses rêves sont juste des rêves. Mises va jusqu'à parler d'une obstination enfantine. Un peu comme un enfant qui tape du pied parce que le monde ne fait pas ce qu'il veut. Face aux contraintes de la vie, l'effort, la discipline, sa seule réponse, c'est le mépris. Et qui est la cible parfaite pour ce mépris? Le bourgeois. Caricaturé, il représente tout ce que le romantique déteste. Le travail, l'épargne, la rationalité. Et on arrive maintenant à la conclusion. Et pour Mises, on n'est pas en train de parler d'un simple ajustement économique. Pas du tout. Pour lui, l'enjeu est beaucoup plus grand. C'est un choix de civilisation. Rien que ça. Il nous met donc face à un choix qu'il juge irréconciliable. D'un côté, une société fondée sur l'état de droit, avec des libertés individuelles garanties et un gouvernement au pouvoir limité. De l'autre, ce qu'il appelle l'État-providence. Mais attention, pour lui, ce n'est pas juste l'aide sociale. Il y voit le début d'une pente glissante, une machine qui centralise de plus en plus de pouvoir jusqu'à devenir omnipotente. Et entre ces deux voies, Mises nous dit, il faut choisir. Il n'y a pas de milieu. Et là, il termine avec une affirmation
Waouh, c'est d'une violence rare. Il dit que les seuls responsables des horreurs de son siècle, ce sont les intellectuels. Pas les politiciens, pas les peuples, non, les intellectuels. C'est eux, dit-il, qui ont planté les graines des idées menant à la destruction de la liberté. C'est une accusation terrible. Mais, et c'est tout le paradoxe, il leur dit aussi, c'est vous qui avez créé le problème, c'est donc à vous et à vous seul de le réparer. Alors, que faut-il faire? La solution de Mises, au final, n'est pas un plan en 10 points. C'est beaucoup plus simple, et en même temps, infiniment plus difficile. Il nous parle de 2 choses, le bon sens et le courage moral. Le bon sens pour ne pas se laisser berner, et le courage moral pour oser défendre cette vision, même quand elle dérange. Un siècle a passé, et la question qu'il pose résonne encore très fort. Finalement, est-ce que ce sont les idées qui mènent le monde? Et si oui, peuvent-elles le sauver ou le conduire à sa perte?